Bonsoir. Vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. La leçon qui va suivre constitue le commentaire et l'introduction pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, le commentaire pour les autres, d'un texte que j'ai récemment confié au site Le Courrier des Stratèges, qui a donc publié ce texte le 12 décembre 2022. Je placerai bien évidemment un lien vers le texte sous ce podcast. Comme mes textes ont tendance à être assez denses et par conséquent pas toujours compréhensibles de prime abord, j'en ai bien conscience. Ce commentaire devra être relativement long par rapport à la taille moyenne, disons, du texte, et s'articulera a priori en plusieurs parties, qui pourront d'ailleurs reprendre l'ordre du titre. Le titre de ce texte était Dépasser Spengler, critique de l'Occident pigmenté. Alors, on pourra probablement faire ça en deux parties. Une première partie qui va commencer maintenant, consacrée à Spengler, et dans un prochain podcast, l'explicitation de ce concept d'Occident pigmenté. Voilà, commençons donc par Oswald Spengler. Il s'agit d'une critique d'Oswald Spengler, d'une critique, à vrai dire, d'un aspect, à mon avis, essentiel de la pensée d'Oswald Spengler, dont je ne prétends absolument pas être un spécialiste, donc ça n'est pas un cours magistral à prétention à l'exhaustivité sur Oswald Spengler, sans quoi il faudrait évidemment ajouter une bibliographie complète, faire le tour de la question, mais là n'est pas le but. Il s'agit bien de comprendre ce qui, dans la pensée d'Oswald Spengler, est repris et critiqué, élaboré plus avant par le texte, mon propre texte que je commente ici. Et il s'agit avant tout de cette notion centrale de la pensée d'Oswald Spengler, qu'on appelle la morphologie culturelle. Alors, en quoi l'introduction de cette notion de morphologie culturelle a-t-elle constitué une petite révolution épistémologique, hein, donc lors de la parution de l'Opus Magnum d'Oswald Spengler, donc Oswald Spengler, philosophe allemand de la première moitié du XXe siècle, dont l'Opus Magnum, l'œuvre la plus lue, la plus citée, en français Le déclin de l'Occident, Untergang des Abendlandes, est donc paru vers la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant Spengler, je grossis le trait, je caricature bien évidemment, avant Spengler, d'une certaine manière, il y a une seule histoire humaine, en général, évidemment pas dans la réalité, mais en tout cas dans la perception qu'en ont les Occidentaux, notamment les penseurs occidentaux. Quand on parle de culture au pluriel, avant Spengler, en réalité, bon, ce sont des abstractions. C'est une manière de parler qui n'a pas disparu d'ailleurs. On parle encore aujourd'hui alors que sais-je, la culture de la bière dans tel ou tel pays, la culture du déni, la culture de la violence, la culture du viol, hein, la fameuse culture du viol russe. Voilà. Bon, tout ça, ce sont évidemment des abstractions. Ça n'implique pas, évidemment pas que le locuteur, que celui qui emploie cette expression, considère vraiment qu'il serait en train de décrire une réalité euh, autonome, existant par elle-même. Donc en réalité, si on cherche, si vous voulez, le substantif derrière l'adjectif, si on cherche le contenu de réalité de toutes ces expressions, on se rend compte que jusqu'à Spengler, quand on parle de culture, même quand on en parle au pluriel, en réalité, le présupposé, c'est qu'il y a une seule culture, qui est la culture humaine, alors avec ses variations locales, temporelles, qui permettent ensuite, tout simplement par manque de temps, parce qu'il faut bien se focaliser, euh, si on veut parler de quelque chose, on va nécessairement se focaliser
sur un lieu, une région et une époque, une génération donnée, ce qui va nous amener à parler de la culture au XVIIe siècle, de la culture espagnole au XVIIIe siècle, etc., qui sont autant, mais qui ne sont évidemment que autant d'instanciations, autant d'exemples, autant de moments d'une seule et même culture, de la culture en général, telle qu'elle est pour l'homme des Lumières, caractéristique de l'espèce humaine. L'homme des Lumières qui en cela d'ailleurs est tout simplement un descendant de l'homme chrétien. Et donc, c'est là que se produit cette révolution épistémologique amenée, opérée en grande partie par Oswald Spengler, qu'on pourrait résumer en parlant de relativisation ou d'individualisation du phénomène culturel. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on dit une culture, évidemment en présupposant que du coup il va y en avoir plusieurs, ça n'est plus une simple abstraction, c'est plus simplement la culture mais saisie dans un moment à la fois spatial et temporel bien précis qui fait qu'on l'isole artificiellement de ce qui en réalité se trouve en continuité parfaite avec elle, etc. Non, non. Là, on parle tout d'un coup des cultures, en fait, comme d'individus. Donc, par exemple, Spengler a énormément parlé des trois grandes cultures qui, dans sa vision de l'histoire et du monde, ont vécu d'une certaine manière, se sont succédés, parce que ces trois-là ont été en gros successives dans ce qu'on peut appeler le monde ancien, dans le monde que connaissaient déjà les géographes, les hommes de l'Antiquité, et qui sont, donc dans la terminologie spenglerienne, la culture antique, qui en gros pour lui est celle du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui est celle qui prend fin justement avec l'Empire romain et le christianisme, suivi de la culture, alors qu'il appelle tantôt culture arabe, tantôt culture magique. À mon avis, ce qu'il voulait dire en fait c'est culture chrétienne, mais évidemment comme dans sa périodisation, c'est quelque chose qui prend fin au tournant de l'an 1000, en gros. Bon, ben, dans l'Allemagne, la Bavière, hein, en fait, il était à Munich. L'Allemagne donc du début du XXe siècle, en plus en grande effervescence patriotique hein, pendant la Première Guerre mondiale, je pense que ça aurait été un peu délicat de parler de culture chrétienne à propos d'un truc dont on explique bien par ailleurs qu'en réalité c'est déjà fini depuis 9 siècles. Bon. Donc, en tout cas, lui parlait de culture arabe ou de culture magique pour désigner cette culture qui est en gros celle du premier millénaire après Jésus-Christ, et qui succède donc à la culture antique, et qui précède la culture dont en fait il a parlé le plus, et qui évidemment intéressait le plus ses lecteurs et continue à nous intéresser le plus, et pour cause, nous sommes encore dedans, peut-être plus pour très longtemps d'ailleurs, mais enfin, et qui est la culture occidentale. Donc, et qui pour lui est typiquement la culture du deuxième millénaire après Jésus-Christ, celle qui prend naissance plus ou moins au tournant de l'an 1000 et avant tout dans le domaine de la pensée, de l'histoire des idées, avec la révolution scolastique. Cela dit, le fait que ces trois cultures-ci, qui ont en gros, hein, pas à 100%, mais en gros partagé un même espace géographique, alors en se décalant en réalité de plus en plus vers l'ouest, hein, c'est-à-dire que la culture antique et encore la culture arabe ou magique se succèdent en gros dans un décor qui reste à peu près le même, celui de la Méditerranée et notamment de la Méditerranée orientale, avec toute sa périphérie moyenne-orientale et puis jusqu'à la Perse et jusqu'au Caucase, les Balkans. Bon. La culture occidentale, géographiquement, par rapport à ces deux premières cultures du monde ancien, opère déjà en réalité un décalage vers l'ouest. D'où d'ailleurs son nom, hein, la culture de l'Occident, du couchant, hein, la culture de l'ouest. Bon. Cela dit, Spengler parle aussi de la culture mésoaméricaine précolombienne. Il identifie une culture mésoaméricaine précolombienne. Et il commente évidemment aussi, parce que là aussi on a pas mal de documentation, la culture chinoise,
qui, rappelons-le, sur ces 4 ou 5 millénaires d'existence autonome, est restée à peu près indépendante car isolée, hein, de ce que j'ai appelé avant les cultures du Vieux Monde, jusque vers le milieu, hein, grosso modo, du premier millénaire après Jésus-Christ. C'est à peu près au moment de l'empire sassanide en Perse que les contacts entre le monde ancien et la Chine deviennent à peu près réguliers et commencent à réellement influence d'ailleurs réciproque, hein. Bon, c'est toute l'histoire de la route de la soie. Donc, voilà deux exemples, la culture mésoaméricaine précolombienne et la culture chinoise, deux cultures clairement identifiées comme telles, donc comme des individualités culturelles par Oswald Spengler, et qui, là en revanche, ne sont pas dans un rapport de successivité avec les trois cultures précédemment décrites, hein, donc avec l'antique, la magique et l'occidentale. Mais ont, si vous voulez, chronologiquement été parallèles à une ou plusieurs de ces cultures. Donc, on a bien affaire à une sorte de notion d'individu, donc exactement comme des individus peuvent vivre de façon successive ou simultanée, ou partiellement simultanée, à des lieux et à des époques identiques ou différentes, ou partiellement identiques. Hein, donc un certain Spinoza, voilà, au XVIIe siècle, a vécu en Hollande, et puis un certain Cervantes, bon, un certain Alexandre Kojève au XXe siècle, d'abord en Russie, et puis en Allemagne, et puis en France. Voilà. Et bien de la même manière, les cultures ne sont donc dans ce nouveau modèle introduit par Spengler, ne sont plus obligées nécessairement de se succéder pour la simple raison qu'elles ne sont plus perçues nécessairement comme des moments successifs d'un phénomène unitaire, la culture, mais comme des individualités. Alors, c'est ce modèle-ci, donc ce modèle de l'individualisation culturelle, que je me propose de critiquer dans le texte ici commenté, euh, et de critiquer, je dirais, d'un point de vue méthodologique. Alors là, courte parenthèse, justement méthodologique ou épistémologique, euh, chez les penseurs de toutes époques et de toute affiliation, on remarque facilement cette bipartition où on pourrait dire qu'il y a deux types. Et il y en a qui sont, si vous voulez, d'une grande rigueur intellectuelle, en fait, qui ont une excellente méthode. Euh, à titre d'exemple contemporain, je citerai volontiers mon ami Pierre Hillard, qui est un homme d'une intelligence et d'une rigueur intellectuelle absolument remarquable. Alors, on va se séparer à un moment dans notre perception de la réalité du fait, justement, non pas de problèmes de méthode, mais de problèmes de contenu. C'est-à-dire que chez Pierre Hillard, à un moment, ben, vous allez avoir une sorte de barrage dogmatique qui est formé par la théologie catholique à laquelle il adhère en tant que croyant, et que, comme, en tout cas, en tant que penseur, c'est une attitude que, pour ma part, je ne me permets pas. À un moment, bon, nos chemins vont se séparer. Spengler, j'aurais tendance à dire que c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est, à mon sens, particulièrement admirable chez Spengler, c'est plutôt avant tout le contenu, c'est-à-dire une culture absolument encyclopédique qui va des mathématiques aux arts représentatifs, picturaux, graphiques, etc., en passant évidemment par l'histoire des idées avec un grand H, un grand I, donc l'histoire des idées philosophiques, comme le dira plus tard Kojève.
Et simplement, finalement, c'est peut-être un peu paradoxal, en tout cas ça va un peu à contre-courant de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de Spenglériens, alors bon, tous ne l'affichent pas, tu vois, parce que c'est une référence qui a été un peu barbouillée de, voilà, on a barbouillé de soufre, hein, on a dit que ça fait partie de ces nombreuses pensées qui mènent inévitablement aux heures les plus sombres, etc. Bon. Donc, il y a en réalité beaucoup de Spenglériens. Vous êtes entouré de Spenglériens, mais vous ne le savez pas parce qu'ils se cachent. Bon. Généralement, finalement, ce qui leur plaît le plus, c'est-à-dire ce qui a le plus de succès dans cet héritage d'Oswald Spengler, c'est paradoxalement justement ce que moi j'entreprends ici de critiquer, et c'est cet aspect méthodologique euh, qu'on pourrait résumer par l'expression de paradigme biologiste. On pourrait aussi parler de métaphore biologiste. En épistémologie, vous savez, les métaphores ont une énorme importance parce que quand on étudie l'histoire des idées et singulièrement des sciences, on se rend compte qu'à une époque donnée, en fait, il y a toujours une science qui, entre guillemets, marche mieux que d'autres, ou en tout cas dont la culture est plus répandue que, si vous voulez, tout simplement, la grande majorité des lettrés comprend mieux parce qu'elle l'étudie davantage que les autres, et qui va servir de modèle, de paradigme. Alors ça a varié historiquement. En gros, à l'âge classique et à peu près jusqu'à l'âge romantique, jusqu'à Schopenhauer, qui justement, lui, restait fidèle à cette tradition, et Hegel, son contemporain, mais qui, lui, en revanche, a initié la rupture. Le paradigme, c'est un paradigme avant tout physico-mathématique. C'est ce qu'on a aussi appelé le paradigme mécaniciste, donc hérité de Descartes, et qui, bon, ben, dans son cœur de métier, si j'ose dire, justement en physique et physique mathématisable, culmine évidemment, d'ailleurs peu avant Schopenhauer et Hegel, dans l'œuvre de Newton. Au XIXe siècle, et à partir notamment de penseurs comme Hegel, mais curieusement, Schopenhauer aussi avait déjà donné des signes avant-coureurs, c'est-à-dire que chez Schopenhauer, on se rend compte que finalement la science naturelle la science non culturelle, si vous voulez, la plus régulièrement citée, c'est la biologie, et notamment la zoologie. Euh, et tout cela, alors ça commence évidemment donc chez des penseurs de très haut niveau, comme Hegel ou Schopenhauer, mais ça finit par se généraliser, et en gros, d'ici à la moitié, vers le deuxième quart troisième quart, pardon, du XIXe siècle, l'université allemande, qui est la plus productive et la plus prestigieuse d'Europe, et donc au moins dans ce modèle culturel-là du monde à l'époque, et cette université allemande, elle est dominée donc par ce nouveau paradigme qui est un paradigme biologiste, où en réalité, la science qui sert de modèle à tous les autres, c'est la science du vivant. Alors, on pourrait donner divers exemples antérieurs, bien antérieurs à l'œuvre de Spengler. Ça a notamment été le cas en linguistique, où bah, je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent sont familiers d'expressions comme famille de langue. Bon, et ben pourquoi parle-t-on de famille de langue? Comment cette expression que personne n'aurait réellement compris encore au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, bon. Comment cette expression a-t-elle pu, à un moment, se généraliser jusqu'à devenir tout à fait courante, enfin même des gens qui n'ont pas étudié la linguistique une seule heure de leur vie ont l'impression de la comprendre? Eh bien tout simplement parce que une grande partie de la linguistique, même actuelle, reste tributaire de l'œuvre de ces linguistes allemands du XIXe siècle, notamment de la fin du XIXe siècle, euh, qui eh ben, travaillaient dans ce paradigme biologiste. Donc la figure probablement la plus tout à fait centrale et emblématique, c'est celle d'August Schleicher,
à qui on doit, par exemple, la linguistique, le plus gros de la linguistique historique des langues slaves, même l'expression d'ailleurs de vieux slaves d'église pour désigner la langue mère en quelque sorte, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus parmi les phénomènes documentés de toutes les langues slaves, eh bien, elle est due à August Schleicher. Et Schleicher avait une perception parfaitement biologisante du phénomène linguistique, ce qui l'a amené d'ailleurs jusqu'à des comportements qui, bon, vu maintenant avec une certaine distance, peuvent paraître un peu caricaturaux. Donc confronté par exemple au phénomène des langues balkaniques, hein, donc vous savez, cette région du monde où il y a des langues provenant de familles très très différentes, mais qui à force les locuteurs vivant en étroit voisinage et dans un moule culturel finalement commun, bon, les langues ont fini par se prendre des traits, adopter des traits communs, par avoir une curieuse ressemblance, voyez, entre le macédonien qui en principe serait du slave et puis les dialectes albanais ou roumain parlés dans l'environnement immédiat. Bon, Schleicher, en jetant un œil assez dégoûté sur tout ça, conclut tout bonnement, euh, sans cligner des yeux, que bon, bah, il est question de langue dégénérée. Voilà, puisque bah, en biologie, on a bien des organismes dégénérés, donc bon, bah, à partir du moment où on applique un paradigme biologique, bon, ben, évidemment, pourquoi n'aurait-on pas euh, des langues dégénérées? Alors, voyons ce que, concernant la théorie de la culture, hein, ça c'est le domaine dans lequel Spengler va ensuite s'illustrer, voyons ce que ce paradigme biologiste, cette métaphore biologiste, implique. Alors, en biologie, on va dire au moins biologie des vertébrés, bon, quand la description biologique de l'individu vivant, hein, que ce soit un homme, un chat, un lézard, bon, euh, elle inclut notamment ce concept de vie individuelle qui implique nécessairement une naissance et une mort. Hein, c'est-à-dire qu'un individu au sens biologique, ça va naître à un moment, ça a nécessairement une date de commencement, une date d'entrée dans l'existence. Hein. Il n'y a pas d'individu éternel, ni même immortel, puisque, en gros, à partir de l'âge auquel il devient reproductivement inutile, hein, c'est-à-dire il est censé avoir transmis à ce moment-là ses gènes s'il a réussi à le faire, euh, mais de toute façon, dans le cas contraire, il n'est pas rentable pour l'espèce, en quelque sorte, de le conserver. Et à partir de ce moment-là, le processus de vie, vous avez le processus de vieillissement qui l'amène à disparaître pour faire de la place aux nouvelles générations, ce qui est dans la logique de l'espèce. Donc, ce concept de naissance et de mort comme définitoirement impliqué par le concept de vie, hein, donc ce concept de vie individuelle, euh, tant qu'on est dans la biologie, on va dire des individus vivants, des vertébrés, notamment des vertébrés, pardon, c'est quelque chose d'assez clair. Alors ensuite, quand on passe à la biologie des espèces, en réalité, on a déjà opéré le plus souvent sans forcément s'en rendre compte, mais on a déjà opéré une sorte d'extension métaphorique. Parce que quand on vous dit que tel canard, bon bah les oiseaux en général, donc descendent, comme on le sait, enfin sont de lointains cousins des dinosaures, dont on a entre-temps découvert l'existence par des procédés archéologiques. Bon. Euh, oui, simplement, à un moment, on va se poser la question, alors, quand est-ce que le canard devient canard, hein? Donc, jusqu'à une certaine date, bon, ben,
C'est une certaine sorte de petit dinosaure qui, à un moment, va commencer à avoir des plumes parce que ça facilite quand même le vol. Et puis d'ailleurs, ensuite, une fois bien graissé, ça devient aussi utilisable en milieu aquatique pour favoriser l'étanchéité. Et ça, bon, très bien. Mais dans la série des innombrables générations, qui mènent donc de ce petit dinosaure à ce canard que nous connaissons, quelle est la génération, à supposer qu'on les ait tous sous l'œil du microscope, évidemment, ce qui est, c'est assez théorique, mais imaginons, quelle est la génération qu'on va singulariser pour marquer, si vous voulez, la date de naissance de l'espèce canard? C'est-à-dire, on va dire, voilà, là, on est en moins 1,5 million d'années, et puis, voilà, date de naissance, hein, des débuts du newsfeed, du profil Facebook de l'espèce canard. Bon, c'est assez délicat. Alors, on y arrive encore d'une certaine manière, dans la mesure où, depuis on a pu associer la génétique à ce modèle théorique qui avait été développé indépendamment, hein, quand Darwin produit la théorie des espèces, on n'a pas déchiffré l'ADN. Bon. Depuis qu'on dispose du concept de mutation génétique, on peut décider, bah, évidemment, on ne fait que déplacer la question en réalité parce que le choix de la mutation parmi les innombrables mutations, l'ADN ça évolue en permanence, bon, le choix de la mutation qu'on va considérer comme définitoire pour par exemple commencer à partir de la date de cette mutation de parler de canard, dire que ah ben voilà maintenant c'est, vous voyez là maintenant c'est l'espèce canard. Bon, en fait, ça reste un choix assez conventionnel. Euh, on s'en rend compte aussi d'ailleurs en génétique humaine avec les haplogroupes et puis les sous-groupes, les allèles, etc., etc. Mais en gros, on a l'impression, je dirais on serait tenté de dire comme ça à vue de nez que bon bah ça fonctionne encore, voilà. Donc vous avez l'individu et puis vous avez l'espèce. Évidemment avec une énorme différence, c'est que en dehors de l'espèce humaine, qui ne se souvient pas de son passé biologique. Hein, il n'y a jamais eu aucun homme qui se soit souvenu d'un ancêtre simiesque ou que sais-je. Ce sont des théories qu'on a développées a posteriori. Le reste des espèces n'a non seulement pas conscience de son passé phylogénétique, c'est-à-dire des espèces qui les ont précédées, mais n'a à vrai dire même pas, à proprement parler, conscience d'elle-même comme espèce. Ce qui a amené par exemple Alexandre Kojève, le grand commentateur de Hegel au XXe siècle en français, à dire qu'il n'y a d'histoire qu'humaine. Parce qu'effectivement, quand on parle d'histoire naturelle, en réalité, c'est un peu une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, si elle est naturelle, c'est celle des canards, des hamsters, des chats et des colibris, et eux n'ont pas de mémoire ni de conscience du tout, donc pas d'histoire. Alors, c'est naturel, mais du coup, c'est pas historique. Ou alors, on parle de l'histoire, en réalité, la seule qui mérite ce nom, l'histoire humaine. Et là, en revanche, ça n'est opératoire, ça ne fonctionne, si vous voulez, que dans le cadre de l'espèce déjà constituée, et donc en réalité, elle n'a rien de naturel. C'est-à-dire que tout ce dont les humains se souviennent du fait de leur nature consciente et du don de la mémoire, sont des événements, des phénomènes internes à cette période caractérisée par Homo sapiens. Hein, il n'y a pas de souvenirs qui remontent au-delà de cette date. À vrai dire, même les souvenirs les plus anciens, à ce que nous disent les biologistes, remontent à des dates en réalité très 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 tardives, même dans l'apparition de Sapiens. Euh, donc, je referme cette parenthèse consacrée à la biologie des espèces, donc développée comme une première métaphore de la biologie des individus. Et là, on va avoir une troisième métaphore, on va dire, c'est-à-dire qu'on va, après être passé de la biologie des individus à la biologie des espèces, on va passer, alors là déjà en réalité on sort de ce qui est généralement enseigné dans le cadre des chaires de biologie et de sciences naturelles en général. On va passer à la biologie des formes culturelles, c'est-à-dire à la biologie
de tout ce qui se transmet non pas par le sang, entre guillemets, là aussi on a une métaphore en réalité linguistique commune, c'est pas le sang qu'on a en vue dans ce cas-là, c'est le sperme en fait. Bon. Donc tout ce qui, de génération en génération, et chez l'homme exclusivement, ou presque exclusivement, ne se transmet pas par le sang, par les gènes, mais par l'imitation, la transmission, et d'ailleurs en général, pas seulement, mais en général le langage. Bon. C'est ce qu'on appelle les formes culturelles. Et alors là, l'extension métaphorique devient, à vrai dire, assez audacieuse, et tellement audacieuse que je pense qu'on a tort de ne pas interroger plus souvent ses limites. C'est-à-dire que autant on voit très très bien la logique, c'est-à-dire le concept de vie individuelle appliqué justement à un individu d'une espèce donnée. Bon ben voilà, à un moment il va naître et puis à un moment il va mourir. Entre les deux, il va essayer de se reproduire. Bon, très bien. Le concept me semble assez clair. Appliqué à l'espèce déjà, bon, disons que c'est un peu plus flou. Mais quand par exemple on va appliquer ça à des phénomènes culturels, alors là, je dirais que ça devient en réalité parfaitement problématique. Hein. Donc, un des aspects du phénomène culturel qui n'épuise, qui est très, très loin d'épuiser d'ailleurs la matière, mais en tout cas, c'est un aspect assez visible et donc assez intéressant. En tout cas, que moi, j'ai beaucoup étudié, donc j'ai plutôt tendance à puiser mes exemples là-dedans. C'est la langue. Donc c'est évidemment les langues ou la communication linguistique comme caractéristique, d'ailleurs de toutes les cultures humaines, hein, c'est une caractéristique universelle. Euh, il est d'usage chez les profanes, les non-linguistes, les gens, bon, avec à partir de notions, on va dire, rudimentaires d'historiographie populaire, hein, tel que les convois, même souvent les manuels scolaires ou le discours journalistique. Bon. Les gens parlent souvent, dans un tel cadre, de l'âge de telle ou telle langue. Alors très très souvent dans le cadre de débats inspirés par le nationalisme et notamment les nationalismes ethniques qui se sont développés en gros au XVIIIe et XIXe siècle, avant tout en Europe centrale. Euh, et généralement, l'enjeu du débat, c'est évidemment, ce sont de petites compétitions discursives où chacun espère pouvoir démontrer que telle ou telle langue, généralement la sienne, généralement sa langue maternelle, pas toujours, mais enfin bon, est plus ancienne qu'une autre. Cette autre étant souvent d'ailleurs celle d'un voisin, euh, d'une autre nation en situation conflictuelle, etc., etc. Bon. Donc ces débats sont tellement anciens, tellement amples, abondants, omniprésents, etc., que on finit pratiquement par considérer cette notion d'âge d'une langue comme une notion relevant du bon sens. Donc les langues, les diverses langues humaines auraient chacune un âge. Alors, en réalité, du point de vue de la linguistique entre guillemets scientifique, donc des gens qui s'en occupent de façon professionnelle, comme moi jusqu'à une époque récente, c'est pas si évident que ça. C'est même pas évident du tout. Parce que quand on parle, dans la plupart des cas, hein, de l'âge, alors l'âge du français, l'âge du roumain, bon, dans la plupart des cas, c'est assez simple puisque on fait tout simplement référence à la date de telle ou telle attestation documentaire. Hmm. C'est-à-dire que bon vous avez voilà dans le cas du roumain par exemple, il semblerait que le texte on va dire cohérent atteignant le niveau de la phrase, et donc pas simplement deux trois mots par-ci par-là dans un manuscrit byzantin par ailleurs écrit en grec, mais une phrase entière, voilà, bon ça apparaît pour la première fois, en tout cas parmi les documents qu'on a conservés, qu'on a trouvés, hein, peut-être qu'on en déterrera encore, mais il semblerait que la première phrase roumaine, ou la plus ancienne, voilà, des phrases roumaines euh, consignées par écrit dont on dispose, qu'on connaisse, c'est celle de la fameuse lettre de Nyakchou,
qui, à un moment au XVIe siècle, je voudrais pas dire de bêtises, enfin, j'ai pas vérifié, mais bon, il y a 4-5 siècles en tout cas, donc voilà, un, un Roumain du Piémont, des Carpates côté moldave, écrit une lettre donc à un correspondant, d'ailleurs saxon de Brasov, pour l'informer. En réalité, c'est un rapport d'espion, voilà, pour l'informer des menées de l'armée ottomane, de l'autre côté de son côté à lui des Carpates. Et donc cette attestation documentaire, ce plus ancien document, bon ben sert, on va dire au moins pour le mainstream des linguistes, sert de repère, hein, de borne pour dater, voilà, la naissance entre guillemets de la langue roumaine. Bien. Et on a comme ça pour la plupart des langues de culture, en tout cas des langues européennes, bon, on a comme ça une première attestation documentaire qui généralement est employée. Bon, évidemment, c'est une convention qui ne trompe personne. Tout le monde est bien conscient du fait que ces diverses langues ont été parlées en fait souvent longtemps avant l'apparition, la consignation de ce premier document. Euh, et comme en plus, entre-temps, on a aussi développé la linguistique historique, c'est-à-dire que on s'est caractérisé, par exemple, le roumain comme langue néo-latine, c'est-à-dire comme une des langues filles, euh, non pas, à vrai dire, du latin généralement étudié à l'école, qui est celui euh, des, des auteurs latins, c'est le latin en fait de l'époque républicaine de Rome, mais en tout cas le latin des légions, qui évidemment lui ressemblait quand même pas mal, et qui lui est la véritable source des diverses langues dites néo-romanes. Et donc, on revient en quelque sorte à la problématique du canard et du dinosaure, c'est-à-dire qu'il va falloir assigner, il va falloir identifier un moment chronologique, et évidemment, je déflore tout de suite un spoiler, on va le faire de façon assez conventionnelle en fait. Un moment chronologique dont on va décider que voilà, c'est le moment où le latin, le bas latin des légions est dans cette partie du monde devenu du roumain, par exemple, ou devenu de l'espagnol ailleurs, enfin bon. Euh, dans d'autres cas, alors on voit déjà tout de suite un assez haut niveau d'arbitraire, hein. On est vraiment dans la même configuration qu'avec les espèces. C'est-à-dire que, bon, ben, d'une certaine manière, comme la réalité des générations qui se succèdent, c'est en fait celle d'un continuum. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a de toute évidence, il est très probable qu'il n'y ait jamais eu aucune génération euh, consciente d'avoir vécu une transformation. C'est-à-dire, vous voyez, à vrai dire, personne, jamais, vous voyez, en parlant cette langue, donc on va dire un bas latin des légions en train de se transformer en roumain, n'a eu soudain la conscience de, vous voyez, s'est réveillé un beau matin en se disant, oh là là, mais ce que je parle là, ça n'est plus du tout ce que je parlais hier, ou ce que parlait mon père, ou que, non. Généralement, les locuteurs n'ont d'ailleurs pas la conscience, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'à vrai dire, en dépit même des différences observables entre l'usage des diverses générations, hein, ça, vous pouvez l'observer très facilement dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, ben, comme moi, vous quittez la France pendant plus d'une décennie, et à votre tour, vous vous rendrez compte qu'il y a plein d'expressions qui ont disparu, d'autres qui sont apparues, d'éthiques linguistiques. Bon, bref, la langue a évolué, mais vous êtes le seul à vous en rendre compte. Parce qu'en fait, ceux qui ont continué à vivre dans le bain, hein, qui sont pas allés vivre au milieu des locuteurs d'autres langues pendant très longtemps, ben, eux n'ont pas du tout pris conscience de ces mutations qui sont très progressives, très lentes et en général inconscientes, hein. Donc c'est toujours a posteriori qu'on va déclarer que telle ou telle langue s'est transformée en telle ou telle autre. C'est assez conventionnel, c'est en réalité parfaitement arbitraire. Ça n'appartient pas, si vous voulez, à l'immanence de la langue, mais uniquement de la conscience linguistique et même plus exactement de la conscience ethnique des groupes qui parlent ces langues. Et donc, du point de vue de l'immanence de la langue, du phénomène culturel lui-même, bah, si vous voulez, une fois qu'on fait abstraction des étiquettes, bah, le roumain
où le français, c'est du latin, le latin, c'est de l'indo-européen, l'indo-européen, c'est de l'eurasiatique, hein. Beaucoup de linguistes pensent que l'indo-européen, l'ouralique et l'ouralo-altaïque, enfin l'altaïque, voilà, l'altaïque, l'ouralique et l'indo-européen ont une origine commune, exactement comme, si vous voulez, le germanique, le slave et le latin au sein de l'indo-européen, et cette famille commune s'appelle eurasiatique, hein. Bon. Euh, donc au moins jusqu'à ces macro-familles, qu'on appelle parfois phylum aussi, dans, dans la littérature linguistique, en réalité, toutes les bifurcations, tous les changements de dénomination ultérieurs sont arbitraires, hein. Donc, euh, à vrai dire, tant qu'on ne change pas de phylum, donc tant qu'on passe pas, par exemple, de l'eurasiatique au sino-tibétain, ou peut-être basque-nadéné, parce que pour certains, il y a quelque chose d'encore plus ancien que le sino-tibétain. Bon, et ben à l'intérieur, en tout cas, d'une même macrofamille, bon, en réalité, c'est un peu comme les origines de la vie, hein. C'est-à-dire que, bon, j'imagine que vous connaissez cette théorie de l'ADN, hein, donc la théorie de l'Adam et de l'Ève, donc que bon s'il y a de l'ADN humain, c'est parce que on peut faire, au moins théoriquement, remonter tous les types observés avec toutes leurs mutations depuis des centaines de milliers d'années au génome d'un individu mâle et d'un individu femelle de l'espèce constitue alors par des méthodes de datation, etc. Bref, dans un passé assez lointain. En gros, depuis lors, c'est voilà, c'est sur toutes ces centaines de milliers d'années, c'est sapiens sapiens. Et donc, on pourrait dire, au moins à l'intérieur d'un phylum, euh, peu qu'on présuppose que les langues, qu'on présuppose une naissance polynucléaire, hein, du phénomène linguistique. D'autres sont pas d'accord et considèrent que non, la langue a dû apparaître elle aussi à un endroit. Et simplement, si on parle de phylum, c'est parce qu'on n'est plus capable de trouver le dénominateur commun, en quelque sorte. C'est parce qu'on n'a pas assez de documentation ou des modèles théoriques assez puissants pour réussir à faire la synthèse, mais fondamentalement, comme en génétique, on devrait pouvoir arriver à une langue originale, exactement comme on est censé revenir à un génome original. Et donc vous voyez que cette question d'âge des langues, à vrai dire, en dehors des fausses évidences du discours quotidien, ne repose en fait scientifiquement pas sur grand-chose. Ah, évidemment, ce qu'on a dit de la langue, on peut le dire de la culture d'une façon plus générale. C'est-à-dire que comme il s'agit de phénomènes de transmission, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière, on pourrait dire, hein, pour citer ce grand philosophe que nous aimons tous, Jacques Attali, qui dans un débat télévisé resté célèbre, nous expliquait que seul l'objet est immortel. Parce qu'effectivement, l'artefact, si vous voulez, à la rigueur, il s'use un peu, vous allez le réparer. Vous voyez? Donc en réalité, même la plus minable des voitures, hein, allez, une Gigouli des années 70, tant qu'il y aura quelqu'un pour mettre un peu de badigeon sur les taches de rouille qui apparaissent, changer telle pièce, etc. À la rigueur, elle est immortelle, hein, y a pas de raison de lui assigner une date de mort, de péremption. En tout cas, on peut éventuellement connecter ça à la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, tant que vous serez capable de la faire rouler, mais évidemment, tant que vous serez capable de la réparer, vous serez aussi capable de la faire rouler. Ceux qui ont vécu ou séjourné en Arménie comprendront plus facilement que d'autres ce que je veux dire par là. Euh, donc, votre gigouli des années 70, elle est potentiellement immortelle. Et tout artefact, à vrai dire, tant qu'on le jette pas, tant qu'on s'en sert, est potentiellement immortel. Donc,
quand bien même il y a théoriquement moyen, si vous voulez, exactement comme pour l'apparition de Sapiens Sapiens, ou bon, il y a théoriquement moyen de situer, de dater, en tout cas de modéliser, d'imaginer la naissance des langues ou conçues comme macrofamilles, évidemment, ou de la langue en général, de la faculté linguistique qui caractérise l'espèce humaine. Mais en revanche, en aval de ça, bah, si vous voulez, ce sont des phénomènes, donc les phénomènes culturels, qui, du point de vue, on va dire, de la linguistique factuelle, bon, ont éventuellement une date de naissance, mais n'ont pas nécessairement de date de décès. C'est-à-dire que ce phénomène si caractéristique de la biologie de l'individu, qui est sa mortalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est né, vous savez déjà, et d'ailleurs c'est effectivement c'est inscrit dans ses gènes, hein, semble-t-il, vous savez qu'il va mourir. Hein, c'est bon, ce qui a ensuite été développé philosophiquement, par exemple par Heidegger, dans sa notion d'être pour la mort, etc. Bon. Euh, oui, mais quand vous passez au phénomène culturel, donc encore une fois à ce qui se transmet, et notamment à ce qui se transmet indépendamment du sang, du sperme, et ben vous vous rendez compte qu'il y a plus que la moitié du phénomène. C'est-à-dire, oui, il y a bien une date de naissance, donc ce sont des phénomènes donc, qui peuvent en aucun cas prétendre à l'éternité, si vous voulez, comme le monde minéral, mais qui, eux, en revanche, peuvent tout à fait prétendre, au moins virtuellement, à l'immortalité. Alors c'est un peu l'immortalité des dieux de l'Antiquité, si vous voulez, c'est-à-dire qui étaient capables de mourir, hein, que ce soit ceux de la mythologie gréco-latine ou ceux de la mythologie scandinave. Donc c'est pas l'immortalité, si vous voulez, de l'âme, de la théologie musulmane ou chrétienne, ou bon, mais c'est une immortalité virtuelle au sens où bah tant qu'ils ne seront pas tués, hein, en gros, c'est-à-dire tant que vous n'allez pas l'envoyer à la casse, votre vieille gigouli ou votre langue eurasiatique ou tel autre aspect du phénomène culturel, parce qu'évidemment ça inclut les musiques, les danses, les techniques, l'ensemble de la vie culturelle de l'humanité, eh ben, il n'y a pas de raison, si vous voulez, intrinsèque, hein, comme dans le cas de l'individu saisi biologiquement, il n'y a pas de raison intrinsèque pour que ça prenne fin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'être pour la mort du phénomène culturel, il n'y a pas de mortalité des formes culturelles. Et c'est ce principe, on va dire, de la linguistique et d'ailleurs de la théorie de la culture en tant que théorie des observables. Donc j'allais dire de l'expérience en fait, euh, ou de l'empirisme scientifique, voilà, culturel, c'est ce principe que contredit d'une certaine manière la théorie de la morphologie culturelle de Spengler, qui traite donc ces individus culturels, hein, encore une fois, la culture antique, la culture magique, la culture occidentale, et puis parallèlement, enfin en partie simultanément, voilà, mais géographiquement en parallèle, la culture mésoaméricaine précolombienne, la culture chinoise, et encore d'autres. Bon. Et ben dans sa perception du phénomène culturel, une culture, à partir du moment où elle est née, euh, va aussi devoir à un moment mourir. C'est-à-dire que elle est censée se comporter comme un individu et en partager un certain nombre de propriétés ontologiques, dont cette fameuse mortalité. C'est ce qui, par exemple, l'amenait à la conclusion qui, entre-temps, par divers filtres euh, philosophiques, journalistiques, etc., a fini par se transformer un peu en lieu commun, hein, euh, du discours en général politique, philosophique, etc., vous entendrez sans arrêt des gens vous expliquer que les cultures, alors ils disent souvent civilisation, ce qui n'est pas une très bonne idée d'ailleurs, puisque Spengler ne parlait que de culture, il employait aussi le mot civilisation, mais dans un sens bien précis, on pourrait presque dire un sens technique, qui en fait servait justement à décrire le moment terminal, le moment en réalité de délitement, et en fait le moment pré-mortel, hein, la vieillesse en fait d'une culture.
C'est ce qui veut dire aussi que le mot n'avait pas des connotations extrêmement positives en réalité sous sa plume, ce qui est assez drôle quand vous voyez des gens qui n'ont pas vraiment lu Spengler, qui sont pas vraiment conscients des implications du modèle qu'ils utilisent, et qui vous parlent sans arrêt de la défense de la civilisation, d'empêcher la civilisation de disparaître, etc. etc. Alors que, bon, bah, si vous voulez, dans une perspective réellement spenglerienne, c'est un peu comme parler de la défense de la sénilité, de la défense du pourrissement, protégeons Alzheimer. Enfin, bon, ça n'a en réalité pas beaucoup de sens. Mais bon, ça, c'est le problème quand on utilise des notions sans en connaître l'origine, et notamment sans avoir lu les auteurs qui les ont implantées dans le discours commun. Mais bon, je referme cette parenthèse sur les mots civilisation et culture. En tout cas, une idée qui a vraiment réussi sa percolation, hein, comme dirait Eric Verreg, jusque dans le sens commun, on va dire, c'est cette idée que une culture, en fait, ne peut pas être tuée de l'extérieur. Pour la simple raison que, bon, bah, si vous voulez, les porteurs de cette culture, bon, bah, qui sont des hommes, des individus, des nations, hein, donc des groupes plus ou moins étendus, plus ou moins hiérarchisés, imbriqués, etc. Eux, évidemment, ils sont soumis à la mortalité, et donc ils peuvent être décimés par une guerre, ils peuvent être bon, que sais-je. Oui, mais en revanche, leur modèle culturel, bah, si vous voulez, dans le pire des cas, tant qu'il est productif, et là encore, on est face à une notion à laquelle les linguistes sont habitués, hein, la notion de productivité d'une structure. Donc par exemple, un suffixe dans une langue donnée est productif tant que il continue à servir, c'est-à-dire tant que vous continuez à voir apparaître des néologismes formés à partir de ce suffixe. Hein. Le jour où il cesse d'être donc comme le suffixe itude en français, hein, comme on a pu parler euh, de, de négritude, etc. Donc à une date encore très récente, ce suffixe a pu servir à former de nouvelles notions, donc c'est un suffixe productif. Bien. Eh bien, en étendant donc la notion à un modèle culturel entier, tant que ce modèle reste productif, même si c'est euh, juste en tant que logiciel, si vous voulez, que Memplex, comme disent certains, en tant que culture d'une petite poignée de survivants, mais tant qu'il reste productif, ah bah, c'est qu'une question de temps, c'est-à-dire il suffit que ces gens-là se mettent à avoir historiquement plus de chance, démographiquement plus d'élan, etc. Bon, et donc sous-entendu, le sort, par exemple, des empires, des royaumes, des populations, des ethnies, etc., n'est pas celui des cultures. C'est-à-dire qu'un royaume peut être détruit de l'extérieur, une population peut même être exterminée, euh, à moins effectivement, avec la seule exception qui est celle de l'extermination totale, c'est-à-dire si vous réussissez à faire disparaître de la surface de la Terre tous les porteurs d'une culture donnée, mais dans tous les autres cas de figure, dans la perspective d'Oswald Spengler, dans la théorie spenglerienne, vous ne pouvez littéralement pas tuer une culture qui, intrinsèquement, est encore vive, est encore productive. Vous voyez? Donc là aussi, on reconnaît la métaphore biologique, hein, puisqu'effectivement, c'est exactement la même chose avec les gènes. Vous allez avoir, si vous voulez, un porteur hein, sur les centaines de millions qui peuplent actuellement le monde, disons, du chromosome masculin R1b. Bon, bah, comme donc un porteur mâle par définition, puisque j'ai parlé d'un chromosome masculin, bon, bah, si vous voulez, il suffira que ce naufragé, si vous voulez, arrive sur telle ou telle île et il féconde une autre représentante de l'espèce. Et pour peu qu'il ait des descendants mâles, et ben ses descendants seront eux aussi porteurs, sauf mutation surprenante, de ce chromosome R1b. Donc on reconnaît bien ici la métaphore biologiste,
Et donc, c'est ce qui donc produit cette idée il n'est pratiquement pas possible, donc en faisant abstraction de l'exception que j'ai mentionnée précédemment, il n'est pratiquement pas impossible de tuer une culture. Les cultures ne peuvent s'étioler d'une certaine manière que de l'intérieur, c'est-à-dire elles peuvent, et même dans la perspective de Spengler, doivent mourir, alors même qu'elles ne peuvent pratiquement pas être tuées.